Très bien. Une fois nous avons l'équation de conservation de quantité de mouvement linéaire sous forme différentielle, avec appelée bien sûr équation de Cauchy, et dont les trois composantes sont les composantes suivantes. Remarquez bien, par exemple, pour la composante suivante x, vous avez la vitesse u, vous avez le gx, et vous avez les contraintes normales et de cisaillement avec l'indice deuxième x. La même chose pour y, la même chose pour z. C'est normal qu'il y ait une équation, la même équation qui va s'écrire en coordonnées cylindriques. Le plus important dans la suite, c'est d'accord. Le plus important dans la suite, c'est l'équation de Navier-Stokes. L'équation par définition de Navier-Stokes, c'est la simplification de l'équation de quantité de mouvement linéaire sous forme différentielle, appelée aussi équation de Cauchy, pour le cas d'un écoulement isotherme, incompressible et en plus d'un fluide newtonien. Isotherme pour dire qu'il n'y a pas de variation de température. Newtonien, la contrainte, elle est proportionnelle à la déformation. La contrainte, elle est proportionnelle au taux de déformation, ou bien aussi appelé aussi gradient de vitesse. Le tenseur des contraintes tangentielles, taux IJ, est proportionnel au tenseur de déformation. Là, on a introduit cette notion de tenseur. Pourquoi? Parce qu'on va traiter toutes les contraintes. C'est le cas général. Et vous savez que toutes les contraintes, elles vont former un tenseur de 9 éléments. C'est la même chose pour le tenseur de déformation, où vous avez le tenseur de déformation. Je vous rappelle le cours de résistance des matériaux, c'est pratiquement la même chose. On le note par epsilon. Donc c'est epsilon IJ. D'accord? Et la troisième condition isotherme et newtonien, on peut dire que la viscosité dynamique, elle est constante. D'accord? Bien. Donc cette condition, donc on est obligé maintenant d'exprimer justement les éléments qui se trouvent ici. Voilà, ces contraintes, je dois les exprimer. Les contraintes normales, je dois les exprimer en fonction de la pression, et les contraintes de cisaillement, je dois les exprimer, ces contraintes qui sont là, je dois, les taux, en général c'est les taux IJ, je dois les exprimer en fonction de gradient de vitesse. Remarquez bien la pression et la vitesse. Ce sont les inconnus les plus importantes d'un problème de mécanique des fluides. Très bien. On se rappelle, bien sûr, que pour cette proportionnalité, la contrainte visqueuse, taux IJ, elle est donnée par cette expression. Il y a une certaine proportionnalité entre le tenseur des contraintes visqueuses et le tenseur des taux de déformation epsilon IJ. D'accord? La démonstration de cette équation, elle est un peu lourde, elle est très longue, mais vous pouvez la trouver dans la littérature spécialisée. Le tenseur des taux de déformation, de la même manière, on peut l'écrire comme ça. Epsilon XX, d'accord? Et si vous vous rappelez bien, en cours de résistance des matériaux, par exemple, la déformation epsilon XX, c'est un allongement suivant X. La contrainte epsilon YY, la déformation epsilon YY, c'est une déformation dans ce sens. D'accord? C'est un allongement suivant Y. Donc vous avez un allongement suivant X, un allongement suivant Y et un allongement suivant Z. D'accord? C'est les termes diagonaux. Les autres termes, c'est pas des allongements, c'est des cisaillements de surface. Il y a des angles. D'accord? Donc, je peux les exprimer comme ça. Par exemple, pour le taux de déformation linéaire, epsilon XX, epsilon YY, c'est des allongements qui sont donnés par ces expressions.
D'accord? Le taux de déformation maintenant de ces éléments, c'est un angle. D'accord? Et par définition, on le donne en général par un demi de l'angle. D'accord? Ça, je vous le rappelle aussi, vous pouvez le trouver dans la première partie du cours de résistance des matériaux concernant les déformations, chapitre déformation. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai exprimé toutes les déformations, d'accord, en fonction des vitesses. Ensuite, je vais les remplacer ici pour exprimer les contraintes maintenant qui sont dans cette équation en fonction des vitesses. D'accord? Très bien. Une fois vous remplacez epsilon xx, par exemple, vous aurez, si vous combinez bien sûr vos données, vous aurez les composantes diagonales, c'est des allongements, et les autres, c'est des cisaillements d'angle. D'accord? Je vais prendre ce terme, ce tenseur de taux de déformation, je vais le multiplier par rho mu pour obtenir le tenseur, d'accord, voilà l'expression, le tenseur des contraintes visqueuses, c'est-à-dire c'est le taux Ij, c'est le taux Ij. Donc vous remarquez bien qu'ici il y a le demi qui est, lorsque je vais multiplier par demi, je vais obtenir demi du sur dx, il est là, et celui-là, d'accord, si je le multiplie par un demi, d'accord, vous aurez, pardon, demi, donc le 2, ça va être on va se débarrasser de ce 2 et on obtient le mu. Voilà, le mu fois ces termes qui sont là, les termes extra-diagonaux. D'accord? Donc là, on a pu exprimer les contraintes visqueuses, les taux Ij, en fonction des vitesses. Et maintenant, on va se rabattre directement à notre équation. Mais avant ça, le même tenseur des contraintes visqueuses, en coordonnées cylindriques, bien sûr, il est donné par cette expression. Là, c'est-à-dire, au lieu de travailler avec les U, V, W, les composantes de vitesse, ou bien les X, Y, Z, les coordonnées de l'espace cartésien, on va travailler avec les coordonnées cylindriques qui sont R, θ, Z. Et les vitesses, c'est UR, Uθ et UZ. D'accord? Très bien. Donc, une fois que vous avez ce tenseur des contraintes visqueuses, on va se rabattre maintenant à notre tenseur de toutes les contraintes. Et je vais me rabattre, je vais revenir à ce tenseur qu'on avait au début du cours, d'accord, qui est celui-là. Donc, le tenseur des contraintes, de toutes les contraintes que je vais appeler sigma et j, c'est les contraintes normales de pression plus le tenseur de cisaillement qu'on a exprimé en fonction des déformations, epsilon. D'accord? Donc, je vais revenir. Pardon. On est là, d'accord? Pardon. Donc, je vais exprimer le tenseur de toutes les contraintes, sigma, par cette somme qui est là. Pardon. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer cette équation, le tenseur des contraintes, dans les trois composantes de l'équation de Cauchy. D'accord? Très bien. Que je rappelle, c'est l'équation de Cauchy, c'est cette équation qui est là, d'accord? C'est l'équation de conservation de quantité de mouvement linéaire sous forme différentielle. Donc, je vais remplacer le tout dans l'équation de Cauchy et je vais obtenir, par exemple, je vais choisir l'équation de suivant x, la composante suivant x. La première équation. Je vais remplacer mes valeurs, je vais obtenir cette expression. D'accord? Qui est là. D'accord? Remarquez bien le U, c'est la composante suivant X, Gx, et ainsi de suite. Donc, ce que vous voyez ici, par exemple, dans cette expression, par exemple, l'ordre de la différenciation, il n'est pas important. C'est-à-dire,
d sur dz d oméga sur dx, c'est le même que d sur dx d oméga sur dz. C'est parmi les propriétés de la différenciation. Donc, c'est la même chose. On va profiter de ça. D'accord? Dans certaines expressions qui sont là. Donc, je vais réarranger ces termes visqueux qui sont là. Les termes visqueux, viscosité mu, je vais les réarranger. D'accord? Et je vais obtenir ce premier résultat. D'accord? D'accord? Très bien. Donc, on va faire sortir le d sur dx, facteur, de ces trois éléments, et vous allez obtenir cette expression qui est là. D'accord? Très bien. Remarquez bien dans cette première équation, qui est la composante de l'équation de Cauchy, après remplacement bien sûr, suivant x. Remarquez bien ce terme qui est entre parenthèses. C'est l'équation de continuité. Donc, c'est l'équation de continuité dans le cas incompressible. On l'a vu. D'accord? Divergence de V égale à 0. Donc, c'est l'équation de continuité dans le cas incompressible. Elle est nulle. Donc, je vais l'annuler, carrément. Donc, il me reste le mu fois ce terme qui est là. D'accord? Donc, rho fois la dérivée totale de la composante de U, d'accord? Également dp sur dx, plus rho gx, plus la viscosité dynamique, fois ce terme. Ce terme, c'est le Laplacien de mu. C'est l'équation de Laplace. Donc, c'est le Laplacien de mu que je vais noter soit par un triangle, d'accord? Ou bien par nabla au carré. C'est le Laplacien de U. Je vais faire la même chose pour les autres. C'est-à-dire pour l'équation suivant y. Là, vous avez le petit v, y, gy, mu, Laplacien de petit v. Et je vais faire la même chose pour la composante maintenant de z, d oméga, z et Laplacien de oméga. D'accord? Très bien. Donc, ces trois composantes sont les composantes d'une équation vectorielle qui peut s'écrire de cette forme. Je reviens. Donc, vous avez un gradient, voilà, d sur dx de p, d sur dy, d sur dz. Donc, c'est le gradient de p. Très bien. Jx, gy, gz. C'est les trois composantes de vecteur g. Et Laplacien de u, Laplacien de v, Laplacien de oméga, c'est le Laplacien de vecteur vitesse. Cette équation que vous voyez ici, d'accord, s'appelle l'équation de Navier-Stokes pour un écoulement, bien sûr, incompressible. Donc, on va faire un retour en arrière et on a vu que pour avoir cette fameuse équation de Navier-Stokes, on a écrit l'équation de quantité de mouvement sous forme intégrale. On l'a transformée par le théorème de Dawson-Grassky ou bien le théorème de Gauss vers une équation sous forme différentielle qu'on a appelée par la suite l'équation de Cauchy. Et avec une application directe pour un écoulement visqueux, un fluide newtonien, ainsi de suite, isotherme, on a obtenu cette fameuse équation de Navier-Stokes. C'est une équation très difficile à résoudre. C'est une équation aux dérivées partielles. Second ordre, instationnelle, non linéaire, elle n'a pas de solution analytique. Et quel est le terme le plus difficile à résoudre dans cette expression? D'accord? C'est le Laplacien. Le Laplacien de la vitesse. C'est le terme le plus difficile à résoudre dans cette expression. Justement, pour ces raisons que cette équation, elle fait l'objet de ce qu'on appelle le prêt du millénaire. C'est-à-dire celui qui va trouver une solution analytique à cette équation de Navier-Stokes, il peut recevoir bien sûr un petit cadeau. D'accord? Donc, on a uniquement certaines solutions analytiques. Dans le cas de configuration simple, par exemple, écoulement entre deux plaques, écoulement dans un cylindre. La configuration géométrique, elle est très simple.
et en utilisant plusieurs hypothèses simplificatrices. Là, vous pouvez avoir une solution analytique de cette équation de Navier-Stokes. Et ça va faire l'objet, bien sûr, de la suite du cours dans la prochaine fois. D'accord? Donc, il est clair, si vous remarquez bien, si je veux simplifier, par exemple, cette équation. Remarquez bien, là, j'ai la variation de quantité de mouvement, les forces de pression, c'est des forces avec les forces de viscosité, ça va former les forces de surface, et les forces de volume, bien sûr, c'est le poids. D'accord? Là, si vous simplifiez, vous prenez le cas non visqueux, vous allez perdre ce terme. Heureusement pour nous. Donc, ça va donner l'équation de l'air. Et je vous rappelle l'équation de l'air sous forme différentielle. C'est elle que vous avez utilisée pour démontrer l'équation de Bernoulli. C'est-à-dire, vous prenez cette équation sous forme différentielle simplifiée de l'air, vous allez trouver une solution particulière le long des lignes du courant et vous allez simplifier cette équation vers une équation algébrique très simple qui est l'équation de Bernoulli. On aura l'occasion de la voir dans les chapitres prochains. Donc, si vous remarquez bien, l'équation de Navier-Stokes a 3 composantes. D'accord? D'accord? Elle a 3 composantes. Elle a 3 inconnus. U, V, W, plus la pression. Donc, 4. Donc, on aura besoin, bien sûr, d'une 4e équation. En général, c'est l'équation de continuité. Donc, vous avez l'équation de continuité et 3 équations qui sont les composantes de cette équation vectorielle de Navier-Stokes. Donc, vous avez 4 équations à 4 inconnues. Donc, vous avez fermé votre système. Vous pouvez avoir une solution. D'accord? Donc, la résolution de ce système, de ces 4 équations, elle permet d'obtenir, bien sûr, les inconnus de problème qui sont les champs de vitesse et le champ de pression pour toutes les configurations. Et ce sont ces 4 équations qui sont là. Système d'équations sous forme différentielle. Il y a des livres, je vais ouvrir une parenthèse là. Il y a des livres qui appellent toutes les 4 équations, équations de Navier-Stokes. Mais la plupart des livres, pour eux, l'équation de Navier-Stokes, c'est l'équation de quantité de mouvement. C'est les 3 équations. Donc, dans notre cas, le système d'équations, il est formé de l'équation de continuité plus les 3 équations de Navier-Stokes. Malgré la difficulté de l'équation, remarquez bien, lorsqu'on va simplifier pour certaines considérations, pour certaines hypothèses simplificatrices, pour certaines configurations simples, lorsqu'on va simplifier, vous allez voir que ce soit dans les coordonnées cartésiennes ou bien dans les coordonnées cylindriques, là vous avez l'équation de continuité, la première équation de Navier-Stokes, la deuxième et la... Vous allez remarquer que la majorité, la plupart de ces termes, ils vont disparaître. Et c'est bien sûr tant mieux pour nous. D'accord? Donc ça, c'est un autre volet qu'on aura l'occasion de voir dans le chapitre prochain.